organes en France ont été avec des donneurs vivants. En fait, très rapidement, on a vu qu'il y a une réticence très vive à utiliser le donneur vivant, par exemple. Et pour reconnaître ce mérite au professeur Doucet d'avoir développé France Transplant à la fin des années 60, justement pour mettre en place un réseau de prélèvement sur des donneurs décédés pour ne pas avoir à prélever sur des donneurs vivants. Il a bien fallu que les praticiens prennent en main ce problème, y réfléchissent. Et c'est vrai qu'à France Transplant, il y a eu une commission éthique qui a été créée, je dirais, dans les années 80. France Transplant a rédigé une charte éthique qui a été adoptée en Assemblée générale de l'association assez tardivement parce qu'il a fallu beaucoup d'allers-retours pour arriver à un texte vraiment consensuel. Et cette charte éthique a quand même été approuvée par les membres de l'association en 93. Il est intéressant de voir que la loi de 94 a pratiquement repris mot pour mot quasiment ce qu'il y avait dans la charte éthique qui était appliquée déjà depuis des années. On a décidé de donner un degré de priorité maximale aux enfants en insuffisance rénale. On peut éventuellement les greffer sans qu'ils soient en dialyse, c'est encore le meilleur pour eux, d'éviter cette période, ou bien après la mise en dialyse, mais du fait de ces règles de priorité, après un temps relativement bref. Pourquoi? Parce qu'un enfant en dialyse ne peut pas suivre une scolarité normale. Ça c'est clair, on l'a montré, et c'est une chose qui va marquer pour la vie un individu. Bon, si un adulte attend 1 an ou 2 en dialyse, bien entendu sa vie est modifiée par les contraintes que cela représente, mais un enfant qui est en train de se former à tous les points de vue va être extrêmement perturbé dans ses possibilités futures s'il ne sort pas rapidement de ces contraintes terribles que constitue un traitement par dialyse, avec 3 séances par semaine, etc. Donc, il y a eu un très bon consensus en France parmi les spécialistes, les transplanteurs d'adultes, les personnes du ministère de la Santé, etc., pour arriver à des décrets d'application pour l'aide d'attribution qui donnent un degré de priorité aux enfants qui est suffisant pour que leur attente, en gros, ne dépasse pas en moyenne 3 à 6 mois, ce qui est très bien. Donc voilà les circonstances dans lesquelles on a besoin de greffer des enfants. Ces enfants sont greffés avec des organes prélevés sur des personnes décédées, mais aussi avec des donneurs vivants éventuellement qui sont les parents. En France, actuellement, aux dernières statistiques données par l'établissement français des greffes, c'est 11% des greffes de reins d'enfants de moins de 16 ans avec donneurs vivants et 25% des greffes de foie. Donc c'est un peu plus important pour le foie. On le conçoit parce que la menace vitale est plus présente, plus pressante pour arriver à déterminer éventuellement les parents. Il y a des pays où ces proportions sont beaucoup plus importantes. Bon, alors, il faut rappeler qu'une transplantation avec donneur vivant, ça commence par la transgression d'une règle fondamentale qui est de ne pas nuire. De ne pas nuire, ça fait partie du serment d'Hippocrate. Primum non nocere, avant toute chose, on ne va pas nuire au patient que l'on traite, que l'on soigne. Or, le patient, en l'occurrence, il n'est pas malade, c'est le donneur, et on va lui faire une incision, lui prélever un organe. Bon, manifestement, c'est une transgression majeure par rapport aux règles de la médecine. Pourquoi on l'accepte? On l'accepte parce qu'il y a un bénéfice très important qui est celui de pouvoir faire survivre un enfant en cas de greffe de foie ou de donner des conditions de vie pour un très longtemps qui sont tout à fait bonnes. Et c'est la balance entre le bénéfice et les inconvénients qui fait que ça penche vraiment du côté du bénéfice et que ainsi les médecins se sont sentis autorisés à transgresser ce fameux principe. Mais ceci n'est possible que s'il y a un consentement informé.
Et qui dit consentement informé, dit une information complète. Information complète, c'est-à-dire le temps nécessaire pour décrire les inconvénients, les risques, tous les problèmes, bien entendu les avantages aussi, et laisser également du temps pour que la décision soit prise en connaissance de cause, avec toujours la possibilité de revenir sur sa décision, comme le précise d'ailleurs la loi. Alors voilà les circonstances dans lesquelles ces décisions sont prises, c'est-à-dire que en matière de greffe de rein, par exemple, on évoque éventuellement, très longtemps à l'avance, la possibilité d'une greffe, soit avec inscription sur liste d'attente et donneur décédé, soit une greffe donneur vivant qu'on peut programmer de façon plus précise quant à la date. Et puis, on attend éventuellement, quand les choses s'aggravent, que les parents demandent davantage d'informations sur ce problème. Et là, le moment étant celui d'une aggravation, les parents demandent un entretien pour être informés davantage sur la possibilité d'une greffe donneur vivant. Et là, on prend le temps d'expliquer en détail, comme je viens de vous le dire, avantages et inconvénients, en insistant sur les inconvénients, bien entendu, sans en oublier. On laisse le temps de réflexion. Ensuite de quoi on fait les examens. Ensuite de quoi, d'une façon générale, c'est ce que nous faisons nous, mais je pense que c'est dans beaucoup de centres de transplantation pratiqués de cette façon-là. On demande à un médecin indépendant du service d'examiner le donneur, de réaliser tous les examens nécessaires, un examen psychologique est éventuellement pratiqué, et au bout du compte, eh bien, la décision est peut-être confirmée par le donneur avec l'assentiment du médecin qui a fait l'examen en question. On garde toujours l'idée qu'il peut y avoir une réticence et on s'appuie beaucoup à ce moment-là sur les personnes qui travaillent dans les services, je veux dire les infirmières, les secrétaires, les aides-soignantes, bon, des personnes qui ne sont pas forcément au même niveau de contact qu'avec un médecin, je dirais, avec les parents, avec les patients. Et là, on a parfois des témoignages directs qui sortent du cœur et qui seraient plus difficilement donnés directement au médecin. Et de temps en temps, nous avons arrêté un processus de transplantation d'un nerf vivant parce que nous avions le sentiment, à travers des témoignages des personnels du service qui sont bien au courant de tous ces aspects, qu'il ne fallait pas mener cette greffe, ce prélèvement, jusqu'à son terme. Et là, on trouve un argument d'ordre médical pour sauvegarder la personne qui n'est plus tout à fait en accord avec elle-même vis-à-vis du don. Le consentement du donneur est d'abord recueilli par l'équipe médicale, bien sûr, mais il doit surtout être recueilli par le président du tribunal de grande instance du domicile de ce donneur. Donc voilà comment l'on pratique. En ce qui concerne le foie, c'est encore un peu plus compliqué parce que le risque est plus élevé. Il y a une mortalité de 1%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et du fait de ces risques, les centres qui font ce type de transplantation ont un consentement informé en 2 étapes. Un premier consentement informé pour les examens à pratiquer et un deuxième consentement informé pour l'opération elle-même, avec un avocat de la défense, si je peux dire, qui est constitué généralement par un psychologue, un psychiatre ou quelqu'un qui n'est pas véritablement impliqué dans la transplantation et qui va éventuellement empêcher cette greffe si se rend compte qu'il y a des problèmes qui ne seraient pas apparus au médecin directement. Donc c'est un peu plus difficile pour les greffes de foie pour cette raison, mais cette procédure est généralement suivie. Avec l'idée qu'on ne va pas prendre de risque pour le donneur. Ça c'est clair. Ce serait tout à fait dramatique. Donc dans ce calcul de la balance entre risque et bénéfice, s'il y a un risque pour le donneur, on ne fera pas cette greffe. On ne va pas faire ce prélèvement. De même, si les chances de succès pour la greffe sont amoindries pour une raison quelconque, on est réticent pour aller prélever un donneur vivant. Il faut que les chances de succès soient maximales, ou sinon normales, mais si elles sont réduites pour différentes raisons, on va beaucoup hésiter à s'engager vers un prélèvement de donneur vivant. Aujourd'hui, ne peuvent donner que les parents du premier degré, c'est-à-dire père et mère
pour leurs enfants, frères et sœurs pour leurs frères et sœurs, ou les enfants pour les parents. C'est le premier degré, ça s'arrête là. Demain, si la loi passe, les conjoints pourront donner, et éventuellement des personnes effectivement liées en relation stable, d'après la première mouture de la loi, à condition qu'un comité d'experts n'ait pas donné d'avis défavorable à ce type de greffe. J'ai 52 ans. J'ai donné un rein à une sœur de 39 ans. Donc elle nous a fait une demande à tous, puisqu'on est 5 frères et sœurs. Donc elle a fait une demande à tous, et puis on a tous voulu passer des tests pour lui donner un rein, quoi. Mais bon, spontanément, quand j'ai reçu la lettre, j'étais tout à fait d'accord, hein. Bon, j'ai eu un coup de cœur, hein. Je voulais absolument, avant de réfléchir, j'ai même demandé de donner mon consentement tout de suite, hein. Donc on a été voir le professeur Soulilou, qui nous a bien expliqué à tous, nos frères et sœurs, bon, les risques que l'on courait, quoi, hein. Et puis, donc on s'est mis d'accord, il nous a expliqué vraiment ce qu'on... Donc on a tous fait les tests pour savoir lequel qui était le compatible. Bon, ensuite, comme ça s'est avéré que j'étais moi qui était le plus compatible, il m'a prévenu. Donc après, suite à ces examens, ils m'ont fait d'autres examens complémentaires, c'est-à-dire l'artério, enfin les examens qui sont beaucoup plus approfondis, quoi, hein. Les épreuves d'endurance, enfin... on est consulté par un psychiatre. Hein, j'étais une matinée, enfin à peine 2-3 heures avec un psychiatre, donc il m'a posé des questions, donc il a posé des questions sur ma famille, sur ma femme, mes enfants, hein, pour savoir si vraiment, bon, j'étais pas une personne qui me poussait à donner, quoi, disons que... Après j'ai été convoqué par au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, puisque je suis de Vendée, et puis là j'ai eu un entretien avec le juge, le président du tribunal, quoi. Et puis bon, ben, on a eu une discussion, et puis bon, il m'a fait signer des papiers comme quoi que j'étais bien consentant, et puis avec tout ce qu'on m'avait, les risques que j'encourais, quoi, hein. Et que c'était un don d'un rein gratuit, hein. Qu'il y a un très grand nombre de greffes actuellement dans le monde qui sont réalisées avec des donneurs qui sont des vendeurs et qui sont en fait des gens misérables dans des pays misérables où il y a du moins une répartition des richesses qui est très inégale. Et on voit malheureusement le résultat de ces prélèvements, car ces donneurs sont exploités et tout cela profite aux intermédiaires et éventuellement à quelques chirurgiens que je considère pas tout à fait honnêtes. Ceci est à notre porte. Il y a actuellement très bonne documentation sur un réseau de donneurs vivants qui part de la Moldavie et qui aboutit en Turquie ou dans d'autres pays voisins avec des chirurgiens de ces pays. Et il y a tout un réseau organisé, bien que ce soit illégal, hein, avec plusieurs centaines de greffes qui ont été réalisées dans ces conditions, avec des rabatteurs qui vont dans les villages, tromper plus ou moins les futurs donneurs, sans leur expliquer vraiment de quoi il s'agit, et leur donner une somme dérisoire. Donc ça, c'est quelque chose de dramatique, mais ça existe sur une très large échelle en Inde. En Iran, c'est une politique nationale, et puis dans d'autres pays aussi. Et quand on examine ce que sont devenus ces donneurs, c'est toujours assez triste parce qu'évidemment aucun n'est content de ce qui s'est passé. Oui, alors premièrement, je crois qu'on n'a pas encore complètement achevé les mesures qui permettent d'augmenter le nombre des prélèvements sur les personnes décédées. On a l'exemple qui est bien connu maintenant de l'Espagne, qui a le double de prélèvements de la France actuellement, et qui résout presque son problème de greffe, qu'il n'y a pas de pénurie dans ce pays. Je pense que des mesures sont prises actuellement pour qu'on arrive à augmenter le prélèvement. Il n'y a pas trop de mystère, il faudra augmenter le nombre de personnels dévoués à cette cause-là, en particulier des coordonnateurs de transplantation dans beaucoup d'endroits. Bon, cela dit, augmenter le nombre de prélèvements peut se faire aussi éventuellement à partir des donneurs vivants. Alors on va voir ce que donne la nouvelle mouture de la loi avec le recours au conjoint. Mais il faudra toujours tenir compte, disons, d'un consentement et d'une information complète.
Bon, je ne suis pas sûr que dans notre pays, on arrive à des pourcentages de donneurs vivants aussi importants dans d'autres pays, du moins avant très longtemps. Il faut que les mentalités changent. Ceci peut se faire doucement, mais pas de façon brutale. Et je serais très opposé à ce qu'il y ait des annonces dans les médias pour recruter des donneurs vivants pour les personnes qui sont en insuffisance rénale, par exemple, ou en insuffisance hépatique. Ça serait aller trop loin. Il faut que le public soit au courant de cette possibilité et il faut laisser les gens se déterminer par eux-mêmes.